Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour votre appui. Merci pour les commentaires. Allez-y vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça grandit quand même rapidement puis on vous remercie pour ça. Vous pouvez évidemment nous suivre sur tous les réseaux sociaux et évidemment sur toutes les plateformes audio où vous aimez télécharger tous vos balados préférés. Merci, merci, merci. Salim, comment ça va? Ça va très bien, toi, George? Ça va super bien. Je t'avoue que la personne qu'on a aujourd'hui, premièrement, puis j'ai hâte à discuter avec lui, mais j'ai jamais imaginé qu'on aurait pu avoir une personne comme ça sur le balado et même que notre invitation serait acceptée. Ben oui, c'est avec beaucoup de générosité que la personne a accepté de se joindre à nous aujourd'hui pour avoir cette discussion. On sort un petit peu de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avec des personnalités politiques. C'est plutôt une personnalité médiatique qu'on a avec nous aujourd'hui. Et justement, c'est une personnalité médiatique qui a couvert beaucoup la politique, donc ce qui explique sa présence à Politiquement parlant. Paul Larocque, bonjour. Salut, Georges, salut. Merci beaucoup d'être là. Et je veux commencer. Vous allez me gêner là, en partant. Là. C'est une attaque à mon humilité. Là. Non, honnêtement, on est très choyés. Puis, on est choyés, un peu stressés parce que. Ben oui, mais une personnalité de la télé qui a l'habitude de parler sans bafouer devant ses invités, devant des milliers de personnes. Ouais. Puis nous, on est dans notre balado qu'on aime bien, qui grossit. De semaine en semaine, mais bon, il nous arrive encore de bafouer, de bafouiller, de chercher nos mots. Salim, nous aussi. Nous aussi. Non, honnêtement, un grand merci. Et tu sais, j'ai envie un peu de commencer, puis je veux pas paraître méchant, mais un grand journaliste, animateur d'un grand réseau quand même, là, tu sais, TVA, LCN, il fait quoi sur un balado politique dans un sous-sol à Brossard? Ben parce qu'il aime bien Salim, il aime bien ce que vous faites aussi. Puis, parce que j'aime beaucoup la politique. En partant, d'ailleurs, c'est un peu le code ADN, comme vous, là, comme vous deux. C'est le code ADN de la joute et puis du bilan. C'est qu'on aime la politique. Puis, tu sais, la joute, c'est un balado. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais. C'est ce qu'on fait, mais c'est bon, en direct à LCN. Puis, c'est ça. J'aime la politique comme les gens aiment le sport. Tu sais, pourquoi les gens écoutent les parties de hockey le samedi soir alors que le Canadien est éliminé depuis longtemps? Parce qu'ils aiment le hockey. Et puis, nous, on aime la politique. Je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la politique. Puis, je me suis dit, bon, c'est peut-être intéressant de venir jaser avec vous pour toutes sortes de choses, mais expliquer aux gens, parce que il y a un petit côté mystérieux, tu sais, qu'est-ce qui se passe en coulisses, comment on prépare des émissions, comment on aborde la couverture politique, comment on commente la politique, tout ça. Fait, je me suis dit, c'est une belle occasion pour venir jaser avec Salim et Georges. Merci de ça. Puis, tu sais, tu as fait le parallèle entre la politique et le sport. Il y a beaucoup de gens qui disent que la politique, c'est un sport. Extrême. Souvent, il est même dans la catégorie des sports de combat. Jean Charest, mais ça, c'est un sport extrême. C'est ça. Effectivement. Mais écoute, justement, regarde, tu as plus l'habitude, enfin, le public te connaît depuis, bien sûr, longtemps. Là, je veux dire, tu as quand même une belle carrière qui se poursuit. Et parfois, le public aussi ne connaît pas quelques petits côtés de Paul Larocque. Alors, Paul Larocque, il a débuté. Qu'est-ce qui l'a amené au journalisme? Qu'est-ce qui l'a amené à couvrir la politique? Bon, moi, j'ai toujours aimé la politique. Puis je suis né à Val-d'Or, en Abitibi. Puis mes souvenirs d'enfance, je pense j'avais 4-5 ans. Puis j'écoutais à la télé en noir et blanc. Je me souviens, à Val-d'Or, chez nous, il y avait des congrès politiques les fins de semaine, du Crédit social. Peu importe le parti, naturellement, j'aimais ça. Comme je regarde un match de hockey ou peu importe le sport, puis que j'aime ça. J'avais déjà des affinités. Moi, j'ai un souvenir, puis je vais vous le partager parce que je me suis toujours dit, il ne faut jamais prendre la politique trop au sérieux, mais jamais la mésestimer non plus. Puis, congrès au leadership du Parti ralliement créditiste, ça se passe à Québec, au Petit Colisée. Là, moi, j'ai peut-être 7-8 ans, je ne sais pas quoi. Je regarde ça en direct un samedi. Et puis, un des candidats au leadership s'appelait Armand Bois. Et l'homme qui vient le présenter en avant devant la foule et tout ça, le présente. Et les créditistes avaient une façon de parler qui était caractéristique. Il chuintait, puis il roulait les airs. Alors, l'homme, j'oublie son nom, qui présentait Armand Bois,
envolé oratoire, tout ça, puis pour parler de son candidat. Et à un moment donné, pauvre homme, son dentier. Et là, on est en direct à la télé. Et le gars en question avait des qualités athlétiques parce qu'il l'a rattrapé. Moi, je me souviens, j'ai vu ça, là, tu sais, j'étais tout jeune. Il l'a rattrapé. Et là, évidemment, tout le monde riait dans la salle. Et savez-vous ce qu'il a dit, le gars? Il a dit, « Mesdames, j'ai mes cheveux. » Il parlait à la créditiste. « Mesdames, j'ai mes cheveux. Savez-vous quoi? Vaut mieux perdre son dentier que perdre la tête. » Il avait récupéré et son dentier et l'anecdote qui était arrivée. Mais bref, tout ça pour vous dire que jeune, j'aimais la politique et puis ça s'est confirmé et puis ça a même accentué au fil des années. Alors, on peut aimer la politique et vouloir devenir politicien ou travailler dans le sérail politique, et on peut aimer la politique et vouloir plutôt l'observer. Donc, non pas comme un acteur, mais comme un observateur, un assidu, un analyste, puis quelqu'un qui vient rapporter l'information avec le plus de justesse possible pour permettre aux citoyens de se faire leur idée. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le deuxième chemin plutôt que le premier? J'ai compris très, très vite que la politique telle qu'on la pratique chez nous, avec le système britannique partisan et tout ça, c'était pas pour moi. La ligne de parti. J'ai un côté rebelle qui fait en sorte que moi, me faire dire ou quoi penser, c'est non. Puis d'ailleurs, j'applique ça dans l'exercice de mon métier. Je me fais mes opinions, enfin, au plan journalistique. Je dis ce que je dis parce que je le pense et je le fais. Et j'ai toujours détesté, moi, ce que j'appelle en journalisme le comportement de meute. Là, quand ça devient à la mode de dire une chose ou de mordre sur quelqu'un ou d'attaquer quelqu'un. Il faut que... C'est une des clés du fonctionnement de notre démocratie, des médias, entre autres choses, qu'il y a une pluralité. Alors donc, je reviens à ta question, Salim. C'est ça. Je me suis dit, je suis incapable je ne serais pas capable, en toute honnêteté, avec moi-même, de fonctionner dans la politique telle qu'on la pratique. Peut-être aux États-Unis, c'était différent, où les congressmen et les sénateurs sont très, très indépendants, qu'il n'y a pas vraiment de ligne il y en a une, mais elle est très diffuse, la ligne de parti. Mais ici, c'était pas fait pour moi. C'était pas possible. Okay. Vous mentionnez l'importance de la démocratie, puis évidemment, le rôle que jouent les médias dans cette démarche-là, il est primordial, évidemment. Ouais. Ces jours-ci, ou peut-être pas ces jours-ci, mais il y a plusieurs années maintenant, peut-être 4-5 ans, peut-être avec la montée de Donald Trump, on voit un certain esprit... comment on va le dire? Contre les médias traditionnels? Contre les médias traditionnels, un manque de confiance ou de crédibilité. On pointe les médias du doigt, de toute l'affaire des fake news, puis tout ce contexte-là où maintenant les médias ont une grande responsabilité de prouver que, écoutez, on est toujours cette source crédible d'information, puis vous devez continuer à nous regarder parce qu'on vous amène des nouvelles. Nous, on ne pourrait pas faire ce podcast-là si ça ne serait pas pour les médias parce que vous êtes notre source d'information. On peut bien lire les nouvelles, puis, mais on a besoin de vous, par exemple, pour qu'on puisse offrir ce contenu à l'auditoire qu'on a. Vous, de votre côté, comment? Premièrement, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le sentez, ce sentiment-là dans la population que les médias, on n'a plus confiance? Mais comment ça, en arrière-scène, là, chez TVA, LCN, comment ça marche? On peut pas, je ne veux pas parler pour TVA, pour LCN, puis pour les médias en général, mais bon, c'est clair que en ce moment, il y a un clivage, il y a de l'antagonisme dans la société. L'émergence et puis le développement des médias sociaux, moi, je me dis, bon, ça a du bon, puis il y a des côtés qui sont très, très négatifs en ce moment. Je vous disais, moi, je crois à ça, la pluralité d'informations. Donc, le fait que les gens s'informent, s'abreuvent à toutes sortes de sources, tant mieux. A priori, tant mieux sur papier, tout ça. Là où ça commence à poser problème, c'est sur la véracité des informations. Ouais. Puis je m'explique très brièvement, c'est que et je ne dis pas que ce qui fait ces médias sociaux, c'est automatiquement mauvais, pas du tout. Mais c'est au niveau de l'encadrement et tout ça. On est sujet, nous, à... D'abord, il faut respecter un cadre d'éthique journalistique.
Il n'y a pas d'informations qui sont diffusées en principe s'il n'y a pas corroboration de deux sources indépendantes l'une de l'autre. Alors, nommez-moi des gens sur les médias sociaux qui disent n'importe quoi, qui répondent à ces critères-là. Deuxièmement, il y a la loi, il y a le code criminel, sur la loi sur la diffamation, par exemple, le libelle diffamatoire et tout ça, qui est un garde-fou également pour les grands médias et auquel nous, on est assujettis, évidemment. Si on fait un dérapage absolu sur quelqu'un, ce qui va détruire la réputation de quelqu'un, il y a de lourdes conséquences à la suite. Ce qui commence un peu dans les médias sociaux. Fait que, bref, pour revenir à ta question, Georges, c'est que il y a un côté dangereux en ce moment, c'est que, faisons une image, un côté Far West. Dans le Far West, là, quand il n'y a pas un shérif qui est capable d'appliquer un minimum de règlements pour l'ensemble de la société, c'est un problème. Puis, il y a un peu ça en ce moment. Sur la réputation des médias, évidemment, ça nourrit certaines gens qui s'abreuvent de ça et entretiennent ça, la haine des médias traditionnels pour des fins politiques et tout ça. Notre responsabilité à nous, c'est, je dirais qu'elle est accrue à quelque part, c'est d'être rigoureux. C'est de faire notre travail. Puis quand on dit quelque chose, mais là, évidemment, des émissions, tu sais, l'ajoute, c'est de l'opinion, ça. Mais quand on parle de bulletins de nouvelles et tout ça, ou encore même à l'ajoute ou au bilan, qu'on arrive avec une affirmation, il faut que ça soit rigoureusement vérifié et tout ça. Mais la responsabilité est assez lourde en ce moment. Mais tu sais, je sais que je ne convaincrai jamais les gens qui estiment que les grands médias sont des méchants et tout ça. C'est leur liberté à eux et qu'ils l'assument. Qu'ils l'assument. Mais alors, tu vois, il y a une chose là qu'on voit et qui fait beaucoup la différence entre les médias traditionnels et les médias, disons, sociaux, les podcasts comme le nôtre, etc. Alors, je te donne un exemple. Lorsque j'aborde certains politiciens pour venir ici à notre podcast, je leur dis souvent, l'avantage du podcast, c'est que vous avez le temps d'aller au bout de votre idée et d'être le plus précis possible, d'être le plus nuancé possible, parce qu'il y a une absence de nuance aujourd'hui en politique, c'est quelque chose de... Quoique j'ai cru comprendre que récemment, votre podcast a fait des vagues. Je te dis ça comme ça allait. Oui, mais très honnêtement, c'était certainement... Pour des clips en particulier. Oui, c'était hors de notre contrôle et certainement hors de notre volonté. Ça nous arrive à nous aussi. Oui, absolument. Mais tout ça pour dire que excuse-moi l'anglicisme là, mais le beat des médias, on est plus dans la clip du politicien en 10 secondes qui doit essayer de résumer une pensée complexe. Alors que, par exemple, sur un format comme le nôtre, ils ont la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Donc, admettons une position, je ne sais pas, j'en prends une au hasard, là, une position anti-immigration. En 10 secondes, ça peut paraître très problématique, mais quand c'est expliqué avec toutes les nuances qu'il y a, les gens peuvent davantage y adhérer, ou l'inverse. Hein, j'ai pris celle-là, ça pourrait être n'importe laquelle. Là. Donc... est-ce que, justement, c'est pas là un petit peu l'espèce de... Je vais pas dire compétition, parce qu'il n'y a pas de compétition. Hein, nous, en plus, on est bénévoles. Là, c'est pas, y a pas de... Mais je veux dire, c'est quoi la compétition entre les podcasts, les médias sociaux, etc., versus un média plus établi, traditionnel, etc.? Compétition. Le mot est fort. Je pas tort la compétition. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais moi, je vois pas ça comme ça. C'est un complément. Et puis, un peu comme... Prenons juste l'optique des médias traditionnels. Il y avait des bulletins de nouvelles, il y avait des émissions d'affaires publiques, il y a des documentaires. Alors, ça s'ajoute, le podcast, et la disponibilité, le besoin des gens. Moi, je le sens. Les gens veulent prendre plus de temps pour... Pas tout le monde, mais plus de gens pour comprendre plus en profondeur des situations et tout ça. Puis c'est parfait. Ça ajoute, je disais tout à l'heure, à l'offre qui est faite aux gens pour qui vont s'abreuver à toutes sortes de sources pour se faire une opinion. Mais ça existe dans les médias traditionnels aussi. Je prends un exemple, par exemple, à LCN, l'émission Contexte de la tendresse à 20h le soir, qui a un grand succès, puis qui aborde des sujets internationaux, des nouvelles internationales, et puis qui est nouveau qu'on met ça de l'avant à LCN, puis qui a un très, très bon succès d'écoute. Donc, ça répond à un besoin, comme vous, avec votre podcast, vous répondez aussi à un autre besoin. Les gens nous écoutent peut-être en roulant en voiture ou peu importe, en faisant autre chose, puis c'est agréable. Tu amènes du contenu et tout
tout ça, mais moi, je trouve ça super. Là, ça fait partie du positif dans le développement de l'offre qui est faite, au fond, aux gens en ce moment. Mais en même temps, c'est un défi pour nous autres. Les médias traditionnels, le défi, on le voit, l'écroulement du modèle d'affaires des diffuseurs généralistes est assez inquiétant. Nous, par exemple, moi, je suis à LCN, là, on répond à un besoin. C'est un créneau. Oui. Là, tu te rends compte que l'évolution des choses fait en sorte que, bon, l'ajoute à une émission, puis je le dis en toute humilité, puis je suis tellement, je ne veux pas dire surpris, mais tellement ravi de ça. L'ajoute a un succès d'écoute qui est exceptionnel. Exceptionnel. On m'a dit, moi, que parfois, l'ajoute à 16h à LCN, avec 1 million d'abonnés au Québec seulement, a plus d'écoute que le bulletin national de CBC. Alors, je me dis, à quelque part, ce que les médias font, c'est pas mauvais, là. On répond à un besoin. Et puis, justement, on prend 1 heure de temps pour parler politique, nous autres, puis les gens en veulent. Les médias traditionnels sont confrontés à un grand défi. Une révolution, c'est pas une évolution, c'est une révolution qui est en cours en ce moment. L'écroulement des modèles d'affaires tels qu'on les connaît. Et c'est là où il y a des créneaux pour les chaînes spécialisées en information. La façon de faire de l'information est beaucoup évoluée. C'est plus la même chose. Moi, quand j'ai commencé en télévision, j'ai commencé en radio là, initialement. Ensuite, en télévision, en 92, en l'occurrence, à TVA, il y avait encore, RDI existait, LCN n'existait pas encore. Et puis, pour nous, il y avait 2 rendez-vous, enfin 3, là, mais essentiellement 2. Le bulletin de nouvelles de 18h, puis celui de 22h le soir. Ouais. Et les gens étaient captifs. Mais vous rendez-vous compte, ça ne fait pas un siècle de ça. Là. Non. 1992. Ça fait 30 ans, 32 ans. Là, ouais, c'est ça. Alors donc, ça s'est accéléré, l'éclatement à la fois des modèles d'affaires et la façon de faire de l'information. Maintenant, à l'époque, puis moi, quand je suis arrivé en 92 à la Colline, je vais vous raconter une petite anecdote à Québec, à l'Assemblée nationale. Non, la première fois que je suis arrivé, c'était en 84 pour CGMS, pour Radio Mutuelle. René Lévesque est au pouvoir. Moi, j'ai eu le privilège de couvrir René Lévesque. Quand j'ai commencé à la Colline, c'est quelque chose. Les cheveux blancs, il faut que ça donne quelque chose. C'en est une. C'en est une. Bon, alors, c'était l'époque où... puis là, on venait juste de passer, technologiquement parlant, du film aux vidéos. Mais 10 ans avant, c'était encore du film. Ça veut dire qu'il se passait un événement à 14h l'après-midi. Bien là, c'était au film. Il fallait que le film parte au laboratoire, se faire développer. Et ensuite, il y avait un montage qui était fait avec des ciseaux. Puis tout ça. Alors, le journaliste, là, quelque part, il avait fini tôt. Là. Il avait fini tôt. Aujourd'hui, ça n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Puis, je parlais de révolution. Là. Robert Bourassa, que j'ai couvert après René Lévesque, disait, lui, il n'y a rien de plus vieux qu'une nouvelle de la veille. Oui. Quand ça allait mal, puis sa gang commençait à paniquer. Puis il n'y avait pas de réseaux sociaux encore. C'est ça. Il n'y avait rien, il y a rien de plus vieux qu'une nouvelle de la veille. Aujourd'hui, il faudrait dire, il n'y a rien de plus vieux qu'une nouvelle de l'heure précédente. Exactement. C'est ça. Ça s'est passé en 30 ans. Là. C'est ça, effectivement. Mais alors, justement, ça fait très bien le lien avec, un autre aspect de la discussion qu'on voulait aborder avec toi. Alors, justement, tu as été au Parlement pendant 17 ans? 17 ans, oui, à l'Assemblée nationale. 17 ans à l'Assemblée nationale. Sur 2 mandats différents, comme les policiers, 2 mandats différents. Un à la radio, oui. Puis l'autre à TVA. Et alors, tu as quand même couvert des événements de très grande importance. Là, justement, on est dans une période un peu de deuil au Québec et au Canada avec le décès de M. Mulroney. Donc, ça veut dire que tu as quand même suivi, depuis Québec peut-être, mais tu as quand même suivi tout ce qui était en lien avec les accords du Lac-Meach, Charlottetown. Ensuite, l'élection de M. Parizeau, le référendum de 95, etc. Là. Veux-tu nous parler un petit peu de ces... Alors, regarde, ça nous prendrait des heures, donc on passera pas... Commencer, ça non, mais globalement, là, toi, journaliste, jeune journaliste, fougueux, qui est en contact avec ces grands de l'histoire et qui est en train de vivre l'histoire comme un observateur privilégié. Là. Parle-en-nous un peu, comment toi, tu l'as ressenti, tout ça. En ce moment, on regarde le décès et les funérailles de Brian Mulroney. Là, évidemment, et là, je trouve ça bien parce que tout le Québec, tout le Canada a pris quelques instants pour s'arrêter puis pour réfléchir au passage de M. Mulroney en politique et les grands changements. Moi, je l'ai couvert, M. Mulroney.
J'ai fait de la campagne fédérale de 88, entre autres choses, mais en 84, lors de son élection, moi, j'étais à Québec, déjà, pour Radio Mutuelle, je le disais, couvrant René Lévesque, qui s'était, quelque part, qui avait donné sa bénédiction à Brian Mulroney. Ça avait provoqué une crise interne incroyable au Parti québécois, l'éclatement d'une frange du beau risque. Exactement. M. Lévesque avait dit, là, pour expliquer, c'est un risque que M. Mulroney puisse réformer. Lui étant souverainiste, René Lévesque, c'est un risque à prendre, mais c'est un beau risque que le Canada se réforme en tenant compte des aspirations du Québec. Et puis, bon, ça avait provoqué les démissions de Parizeau, de Lorrain, de Lazure, etc., un schisme au Parti québécois. Moi, j'arrive, là. Je suis arrivé en juillet 84, et le beau risque arrive, je pense qu'il avait dit à l'automne, en septembre. Et là, l'éclatement du PQ. Moi, j'arrive, là. Je suis jeune reporter politique. J'avais été reporter avant, mais en politique, j'arrive. Et là, je couvre ces événements-là qui sont historiques et qui ont amené le retour de Robert Bourassa. Je couvre le retour de Robert Bourassa. Et puis ensuite, bon, les accords du Lac-Meech, l'échec du Lac-Meech, l'éclatement, enfin pas l'éclatement, mais le schisme dans l'entourage de M. Mulroney, le départ de Lucien Bouchard. Création du Bloc. Création du Bloc québécois, l'élection de le départ de M. Bourassa, l'élection de Jacques Parizeau, le référendum qui s'ensuit. Enfin, j'ai été au cœur de tout ça. Fait que je me dis, quand je repense au fond à tout ça, que j'ai été tellement privilégié. J'ai vécu au cœur de la politique québécoise, probablement à ses plus grands moments, là, en termes d'intensité, notamment. Mais ces moments-là, ont un impact encore aujourd'hui sur la politique. Bien sûr. Et donc, on le voit bien, même dans le discours des politiciens. Qui réfèrent à ces moments-là pour expliquer certaines situations aujourd'hui, soit en bien ou en mal, dépendamment de comment ça s'inscrit dans leur agenda politique. Et donc, toi, t'as couvert ça à l'Assemblée nationale jusqu'en... je suis resté jusqu'en 89, 90 pour CGMS. Je suis revenu 2 ans à Montréal, mais je couvrais la politique. Je suis retourné après ça, quand je suis passé à TVA, je suis retourné en 92. Alors, je suis arrivé pour la campagne de Charlottetown. Là, mais j'ai couvert l'échec du Lac-Meech à Montréal, mais c'était que de la politique. Là, puis tu as fait l'élection t'as couvert 98 avec l'élection de Bouchard. De Lucien Bouchard, c'est ça. Bouchard. Ouais. J'ai tout couvert là, depuis... Et toi, tu as quitté donc l'Assemblée nationale comme journaliste. Enfin, en tout cas, tu as quitté la colline. À quel moment exactement? 2006. 2006. Donc, tu avais couvert aussi l'arrivée de Jean Charest. Exact. Oh, 98, Bernard Landry et tout ça. Là, puis, ouais, c'est ça. Alors, c'était des grandes années. Là. C'était des grandes années. M. Charest, qui demeure un des grands tribuns qui est passé en politique québécoise et même canadienne, puis tu avais Lucien Bouchard avant lui, tout ça. C'était exceptionnel comme période. Je suis vraiment, vraiment chanceux. Et puis, j'ai tous connus, là, évidemment. Puis chacun de ces premiers ministres avait son style, tout ça. Puis, quand tu es journaliste et tout ça, évidemment, tu observes le style de leadership, le plan humain aussi, qui est souvent à la base de tout ça, leur façon de gouverner, mais leur façon d'interagir avec les autres. Mais tu sais, on était privilégiés au Québec, au Canada, d'avoir une classe d'hommes politiques, quelques femmes à l'époque, il y en a beaucoup plus maintenant, heureusement, mais de politiciens d'un niveau qui était exceptionnel. Moi, je repense à Brian Mulroney. Je me faisais la réflexion tout à l'heure. Pensons-y 2 secondes. Brian Mulroney, qui est un petit gars de Bécomo, on connaît son histoire, tout ça, mais qui par ses qualités et tout ça, était, et je me disais, Salim puis Georges, êtes-vous capable de me donner beaucoup d'exemples d'un homme politique qui avait comme ami personnel, parce que c'était un ami personnel, Louis Laberge, qui était le très carré président de la FTQ à l'époque, qu'on appelait Louis Laberge, alors qui était devenu, parce que M. Mulroney a négocié directement avec M. Laberge, ils sont devenus de grands amis. Alors, M. Mulroney, qui avait comme ami personnel, ça part de Louis Laberge. Pour ceux qui se rappellent de lui, c'était tout un personnage, je le disais, très, très carré, mais ça part de Louis Laberge à François Mitterrand, le président de la République française, qui était très... Socialiste. Oui, mais très raffiné. Oui. On s'entend là-dessus. Mais c'est exceptionnel, là.
Ça parle ça témoigne, au fond, du talent exceptionnel de M. Mulroney de rassembleur qui a profité de ses grandes habiletés pour faire des réformes fondamentales de très grande envergure. Effectivement. Puis en plus de ça, je faisais référence au fait que François Mitterrand était un premier ministre socialiste, donc pas nécessairement de la même école philosophique de pensée. Ni sur le fond, ni sur le style. Parce que M. Mitterrand ne se prenait pas pour la queue de cerise, comme on disait. Alors que Thierry Laberge, tout le monde qui se rappelle de lui, là, je radote un peu parce que c'est de mon âge, mais je vous le dis, c'était le très, très coloré président de la FTQ à l'époque qui avait son style très, très particulier, très québécois, terre à terre et tout ça. Mais tu sais, un peu le prince Mitterrand, puis tu avais Louis Laberge. Mais M. Mulroney a déployé son talent humain, enfin ses capacités humaines de rassembler pour faire en sorte que Margaret Thatcher et Ronald Reagan finalement consentent à joindre son idée et le mouvement qu'il a initié au Commonwealth des sanctions contre l'Afrique du Sud qui ont amené la libération de Mandela et faire en sorte que l'apartheid tombe en Afrique du Sud. Moi, je dis, M. Mulroney, c'est probablement l'homme qui a contribué à briser les dernières chaînes qui attachaient les Noirs en Afrique. Ouais. Et Mulroney est celui qui a permis ça parce qu'il était capable, justement, de faire évoluer les autres et tout ça. Mais il l'a fait avec les grandes réformes, le libre-échange, par exemple, et tout ça. René Lévesque, même chose, quand on y pense. Puis M. Mulroney vénérait René Lévesque. Même s'ils étaient au plan idéologique, enfin politique, un fédéraliste, l'autre souverainiste. Mais René Lévesque aussi, qui se servait de ses qualités personnelles pour amener de grandes réformes, évidemment, à l'époque de la Révolution tranquille, mais aussi, quand on fait le bilan des années Lévesque au pouvoir, ça a été des années de changement profond au Québec à bien des égards. Mais moi, ce que je trouve vraiment presque incroyable, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, quand on voit les accomplissements de Brian Mulroney, on ne peut pas imaginer comment un pays comme le Canada, avant Brian Mulroney, vous avez mentionné la question de l'ALENA, toute la question de la privatisation que Brian Mulroney a poussée. On ne peut pas imaginer le Canada aujourd'hui sans ces éléments-là. C'est presque inimaginable. Et de voir qu'un politicien à l'époque était tellement critiqué de faire la promotion de ce concept-là, mais c'est encore plus fou. Surtout, a posteriori, puis rappelons-nous, les libéraux, quand Jean Chrétien prend la direction du Parti libéral du Canada, sa promesse phare, c'était quoi? C'était d'abolir la TPS. Ouais. C'était d'abolir la TPS, ce qu'il n'a jamais fait. Ben non. Parce que c'est pas très populaire de changer la fiscalité. Mettons que c'est pas exactement ce qu'on souhaite dans nos vies personnelles. Mais n'empêche, c'était la chose à faire parce que préalablement, les taxes n'étaient pas équitables. Alors, la taxe sur la consommation était la chose à faire. Mais entre toi et moi, tu ne gagnes pas beaucoup de popularité en faisant ça. Non. Mais il l'a fait. Il fallait une bonne dose de courage pour le faire. Mais, alors, donc, la fiscalité. Les relations commerciales avec les États-Unis, ça non plus, c'était pas très populaire. Au Québec, ça l'était, mais pas au Canada anglais. Il a réussi envers et malgré tout. Moi, la campagne de 1988, là, on regarde, il y a une violence en politique en ce moment, enfin une agressivité, puis une dose de violence aussi. Mais en 88, je peux vous le dire, là, c'était ça. Là, c'était tellement intense. Il y a eu des affrontements, des heurts à l'époque. Et M. Mulroney a tenu bon, puis il a remporté l'élection, grâce beaucoup d'ailleurs au Québec. Et puis, M. Robert Bourassa l'appuyait, mais les souverainistes québécois l'appuyaient aussi. Alors, tu sais, quand même, il a réussi surtout avec Bernard Landry, qui a été un des apôtres du libre-échange à l'époque. Mm-hmm. Mais c'est M. Mulroney qui lui a personnellement demandé de donner un coup de pouce là-dedans. Ouais. Tu sais, c'est de la grande politique. Ouais. Là, c'est vraiment de la grande politique. Excuse-moi. Mais alors, c'est vraiment super intéressant parce que, tu vois, moi, j'ai toujours dit une chose, c'est que on avait dans le temps, surtout sur les questions internationales, on avait au Canada une sorte de tradition. Une tradition qui n'était pas rouge, qui n'était pas bleue. Elle n'était pas libérale, elle n'était pas conservatrice. Elle était canadienne. À l'international. Évidemment, pour les questions internes, on pouvait aussi... évidemment, il pouvait y avoir des différences, c'est normal. Mais à l'international, le Canada parlait à peu près d'une seule voix. J'ai comme un peu l'impression
que ça a disparu depuis environ une vingtaine d'années ou un peu plus, où c'est devenu la politique internationale du Canada est un peu teintée d'électoralisme. Je dirais même pas d'enjeu intérieur, d'enjeu politique intérieur, mais je dirais d'électoralisme. Donc, ça veut dire qu'on essaye de plaire à une certaine clientèle ou une autre clientèle ou des clientèles, et on a des positions à l'international qui sont calquées sur ça plutôt que sur à la fois l'intérêt supérieur du Canada, d'une part, et d'autre part, les valeurs des Canadiens. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de ressentir un peu d'un point de vue de l'analyse, bien sûr, au niveau des médias? Il y a plusieurs éléments dans ta question, Salim, mais bon, De Gaulle disait, en relations internationales, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais je ne suis pas sûr que le général avait raison totalement là-dessus. Je vais donner deux exemples. On parlait de M. Mulroney et ses relations personnelles avec tantôt Reagan, tantôt avec Margaret Thatcher et François Mitterrand. Puis la francophonie, par exemple. Le lien Mulroney et Lucien Bouchard étaient là-dedans, mais Mulroney et Mitterrand ont permis de dénouer l'impasse qui a fait en sorte qu'il y a eu la création de la francophonie et une place pour le Québec là-dedans. Donc, les relations personnelles jouent inexorablement. Donc, M. Mulroney, il y a plusieurs exemples. Jean Chrétien aussi. Je vais quand même faire un petit aparté, mais la relation Chrétien avec Clinton a fait en sorte que le Canada avait quand même beaucoup d'espace en relations internationales et un poids relatif, et ça joue. Mais après ça, il y a eu une sorte j'allais dire presque de retrait du Canada, donc l'influence du Canada qui est devenue de plus en plus insignifiante, je ne veux pas être péjoratif, mais qui ne signifie plus grand-chose maintenant au plan international. Puis, quelque part, il y a quelque chose de malheureux là-dedans. Donc, je reviens à ça, parce que je suis en train de relire la biographie de M. Mulroney pour la deuxième fois, puis, tu sais, c'est intéressant, mais j'avais oublié ça, moi. Le G7 d'aujourd'hui était le G5 à l'époque. Et puis, l'Italie et le Canada voulaient faire partie du club des grands. Et puis, les Européens, les Britanniques et les Français ne voulaient rien savoir de ça. Et c'est Mulroney qui est intervenu directement pour plaider la cause du Canada et de l'Italie en même temps, pour élargir le G5. Et puis, je vous le disais, il y avait un blocage, tout ça. Et puis, c'est son lien avec Ronald Reagan, président américain, qui a fait en sorte que ça a fonctionné. Puis, M. Mulroney le racontait. À un moment donné, Ronald Reagan a décrété que, là, écoutez, moi, là, le G5, ce club-là, il ne m'intéresse pas si Brian Mulroney n'est pas là, si le Canada n'est pas là. Fin de la discussion. Alors, les Européens n'ont pas eu le choix. Alors, c'est là où, au fond, les relations interpersonnelles jouent beaucoup. Mais encore, faut-il avoir une vision? Oui, c'est ça. Encore, faut-il avoir une vision? Alors donc, Salim, ta question est multiple, là, mais écoute, quelle est la contribution du Canada? Quels sont les objectifs du Canada dans le monde en plein tourment dans lequel on vit en ce moment? Je ne sais pas si toi, tu as la réponse à cette question-là. Non. Moi, je cherche toujours la réponse. Non, mais il y a toujours un point d'interrogation. Qu'est-ce qui est arrivé où on est passé d'un contexte où il y avait cette collaboration à l'international, il y avait ces amitiés-là où les portes ouvraient, à un contexte aujourd'hui où c'est beaucoup plus concentré au national. America first. Au Canada, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai de la misère à les positionner, mais c'est pas juste en Amérique, on le voit aussi en Europe, on le voit un peu partout, ça. Mais tu sais, la question portait aussi sur le poids du Canada. Le poids du Canada. Puis, la même chose pour le Québec. Là, à quelque part, le Québec se disait, dans la foulée du mouvement d'affirmation, tout ça, que occupons toute la place que l'on peut sur la scène internationale. Est-ce qu'on entend parler du Québec à Paris en ce moment ou dans la francophonie? Mais Jean Charest, par exemple... Mais attends, Salim, 2 secondes. Oui, justement, il y a une... je pense cette semaine, j'ai lu où il y a une entente avec le Québec et l'Union européenne, avec une commission... Et c'était un petit article dans Le Devoir. Puis, Commission des régions européennes. Mais ça, dans la perspective du Québec, c'est une avancée. Là, mais oui, mais on n'en parle pas, c'est ça. Non, mais alors justement, sous Jean Charest, je me souviens qu'à l'époque, il disait ce qui est de compétences chez nous et de compétences
partout. Et ça faisait grincer des dents à Ottawa. Mais bien sûr. Et ça, c'est la doctrine Gérin-Lajoie là, de l'ancien ministre à l'époque, qui disait justement occupons toute la place qui nous revient, nous, dans nos prérogatives. Là, je parle du Québec. Et puis, l'extension au niveau interne des relations, dans les relations internationales. Et puis ça, c'est évidemment à Ottawa, c'est ça, puis avoir la rougeole, c'est la même chose. Là. Mais M. Charest, qui était un des premiers ministres les plus actifs sur la scène internationale. Et je trouve que là-dessus, on lui donne pas ce qui lui revient. Puis quand on pense à son successeur, M. Couillard, qui est allé faire un discours en anglais seulement en Islande par la suite. Malheureusement, ça s'est oublié très, très vite. Là, mais alors, ça c'est aussi très intéressant, ce sujet-là, parce que ça prouve que les provinces, et particulièrement le Québec, peuvent jouer un rôle extrêmement important au Canada et pour le Canada. Et évidemment, moi, je le dis, je t'embarque dans aucune opinion, là, Paul, mais moi, je suis fédéraliste, là, tout le monde le sait. C'est ton droit le plus strict. Absolument, mais moi, c'est un fédéraliste vacillant à un certain moment? Non, j'ai jamais été vacillant. Toi, Georges? J'ai jamais été vacillant. Par contre, mon fédéralisme a toujours été avec l'esprit que le Québec devait en être d'être la locomotive du Canada. Moi, c'est ma façon de voir, c'est mon nationalisme à moi, c'est celui de de le voir, c'est de mettre le. Ce qui pose la question politique, du poids politique du Québec en ce moment au niveau démographique, au niveau politique et la chose actuelle. Moi, sur la question nationale, par exemple, là, veux pas, ça revient. Moi, c'est drôle. Hein, j'ai vécu plusieurs cycles en politique et là, on regarde. Et puis là, je ne veux pas parler des sondages eux-mêmes, mais le fait que s'il y avait élection demain matin, Paul Saint-Pierre Plamondon prendrait le pouvoir. Sauf la question nationale. Mais ça ramène la question nationale. La question nationale que certains croyaient oubliée, terminée, finie, c'est rangé. Moi, ma théorie là-dessus, Salim et Georges, elle est simple. C'est que, je répète, pour avoir vécu plusieurs cycles où c'était le sujet pour ensuite de devenir très, très loin d'un préoccupation, et là, ça revient encore. Moi, ce que je me dis, la question de la place du Québec dans le Canada, la question nationale, des rapports Québec-Canada, c'est comme, je fais l'image, c'est comme deux plaques tectoniques. Okay? Ça se peut que ça ne bouge pas. Ça se peut que ça reste immuable et qu'il ne se passe rien, puis tout ça. Mais la réalité, on ne le sait pas. C'est ça, exactement. Tant que ce n'est pas réglé, ce que M. Mulroney a essayé de faire et ça a échoué, mais tant que ce n'est pas réglé, puis là-dessus, je reviens à ce que Jean Charest disait. Faites attention, là. Faites attention. La question est légitime, elle se pose. Absolument. Et voyons pour la suite. Et tant que ce n'est pas... C'est quand même pas rien, là. Le Québec, la deuxième population, la seule province francophone, francophone, disons-le, du Canada, un des deux peuples fondateurs, depuis 1982, n'adhère toujours pas au contrat de mariage. Ah non, mais absolument. Ça pose une question. C'est une anomalie. Puis d'ailleurs, on fera un peu d'histoire aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, mais c'est-à-dire que même le camp fédéraliste qui était campé au Parti libéral du Québec dans le début des années 80 avec Claude Ryan, le rapatriement unilatéral de la Constitution. De la Constitution, c'était un tollé, y compris pour les fédéralistes, qui étaient aussi des nationalistes, mais qui étaient juste non sécessionnistes. Donc c'est ça. Mais le lien avec ce qu'on disait juste avant, c'est qu'on parlait de relations internationales, où par exemple, il y a eu une période un peu de flottement à un moment donné sur les questions internationales au niveau fédéral. Je parle au tout début du mandat de M. Harper, qui s'occupait d'un nouveau parti. C'était un nouveau parti qui venait de fusionner. Enfin, c'était deux anciens partis qui ont fusionné, qui venaient de faire l'alternance après une longue période du Parti libéral du Canada. C'était moins positionné sur l'international. Mais c'est là où le Québec, à l'époque, avec M. Charest, avec Jean Charest, était le plus actif. Et c'est là qu'il est allé taper à la porte des Allemands et des Français pour dire on devrait signer un accord de libre-échange avec les Européens. C'est là qu'il disait que ce qui est de compétences chez nous et de compétences partout. Et quand tu disais, par exemple, que ça venait chatouiller à Ottawa certains esprits,
Ben, on était un peu là-dedans. Puis c'est là, d'ailleurs, que le fédéral a recommencé à reprendre un peu de leadership sur les questions internationales qui sont en réalité de la compétence fédérale. Mais sur l'extension la question du Québec dans le monde, il faut reconnaître aussi à M. Harper, il a permis au Québec de siéger à l'UNESCO. Exactement. Ça aussi, là, on parle Absolument. d'extension de la doctrine de Gérin-Lajoie. Nos pouvoirs, chez nous, on les a à l'extérieur. Mais aussi la reconnaissance de Comme la nation nation québécoise. Ah, absolument. Oui, ben oui. Ça s'est fait sous M. Harper, effectivement. Tout à fait. Il y a eu des pas, là, Oui. c'est ça. Mais fondamentalement, je reviens à ça, parce que moi, la plus grande prudence, je vais faire une confidence. J'étais à Radio Mutuelle, à CGMS, quand Robert Bourassa et Brian Mulroney concluent l'accord du lac Meech. Alors, j'ai fait une erreur grave en ondes. J'ai fait un reportage qui se concluait par la phrase suivante: « La question nationale est maintenant réglée. » Jamais plus, je ne ferai, je vous confesse, Georges et Salim. Non, mais je le dis parce 39 ans plus tard. Non, mais j'ai fait une erreur. Ben oui. J'ai fait une erreur. Ben, c'est bien. Puis j'ai fait une erreur par rapport à... Ton interprétation, peut-être. Oui, puis en même temps, aux règles journalistiques, il faut que... Ah oui, écoute, Larocque, tu as dit ça, ça se base sur quoi? Parce que là, il y a eu une entente de principe, mais il n'y a pas eu ratification de l'accord. On ramène ça aux négociations. Ouais. Alors, donc, 40 ans plus tard, c'est toujours pas réglé. Ouais. Et puis donc, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous êtes capable de me le dire, Georges et Salim? Absolument pas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre, l'équivalent d'un échec du lac Meech qui ne pourrait pas survenir au Moi, cours des prochaines années? Il y a une seule chose que je peux dire avec une certaine assurance, et puis je peux me permettre puisque je ne suis pas journaliste, c'est que la question nationale ne disparaîtra jamais. Au Québec, elle dit jamais. Ah. Et sais-tu quoi? Même le fédéraliste convaincu que je suis pense que c'est une bonne chose. mais justement... Une sorte de police d'assurance, c'est ça que tu dis? Mais justement, vous parliez de cycle en politique, puis on a parlé de René Lévesque, le premier référendum, vous avez couvert le deuxième. Puis là, on voit, vous l'avez mentionné aussi, la montée du PQ dans les sondages. La question de la souveraineté reste pas mal stable, 30-35 35-36. c'est ça. Si on compare un peu cette montée-là du PQ actuel à ce que ça a été, par exemple, dans les années 70 ou au début des années 90, est-ce que vous voyez des similarités dans ce momentum-là? C'est sûr que demain, si on va en élection, selon les sondages, ils vont gagner. Mais sur la question de la souveraineté, est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe aujourd'hui avec Paul Saint-Pierre Plamondon à René Lévesque ou à... Dans un sens, oui, dans la mesure où ça ramène au paradoxe, à la contradiction interne au Parti québécois, donc qui est redevenu l'alternative au gouvernement en place qui souffre du syndrome de l'usure du pouvoir. C'est le cas de la CAQ en ce moment. Ça ne veut pas dire que la CAQ est battue automatiquement. Là. Ils ont du temps devant eux et tout ça. Mais en ce moment, c'est clair que là, il y a comme... la situation politique est très difficile et le PQ est positionné comme étant la solution de remplacement. Et juste ça est tout un accomplissement pour Saint-Pierre Plamondon, là, parce qu'il y a 2 ans, qui aurait parié ça? Là? On se serait fait traiter un peu de luberlu si on avait dit que Saint-Pierre Plamondon était, dans la tête des gens, le premier ministre de... Enfin, l'homme que les Québécois voudraient comme premier ministre. Mais surtout avec 3 députés à l'époque. Georges, tu t'aurais dit ça il y a 2 ans, là. Impossible. Mais actually, on le disait ça avant de rentrer au studio. Tu sais, quand on a commencé le podcast, nous, on disait watch out, on va regarder le PQ. Toi, je vais te donner 100% du crédit. Toi, tu le disais. Georges, moi, je n'étais pas sûr. Tu as du flair, Georges. Sais-tu quoi? Je vais t'appeler avant la prochaine électorale. Mais ça, écoutez, c'est loin d'être fait. Mais en ce moment. Mais juste pour revenir à la question, donc, oui, il y a une similitude. Mais là, et c'est le problème interne du PQ, bon gouvernement versus l'option. Est-ce que M. Saint-Pierre Plamondon veut ou peut se faire réélire en sachant que le référendum, il risque d'avoir un non si rien ne change. Là. Évidemment, j'apporte la nuance, c'est important. Alors, grande similitude. Mais maintenant, la question nationale est différente. Les jeunes portaient le mouvement à l'époque. Ouais. C'est plus le cas maintenant.
crois qu'il y a du mouvement. Moi, je regarde attentivement les sondages et je note que chez les jeunes, ça commence à percoler plus qu'il y a quelques années, l'idée de la souveraineté en ce moment. Mais c'est pas pour rien que et Québec solidaire et le Parti québécois poussent vraiment cette promotion-là de cette idée d'un Québec indépendant auprès des jeunes. On avait Rouba Gazal ici la semaine passée, puis elle dit on s'en va en tournée, on veut parler aux jeunes. L'autre jour, je pense que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui a mentionné ça sur Twitter ou X maintenant, qu'il y a toute une génération qui ne connaît même pas c'est quoi ça. C'est ça. L'enjeu de la souveraineté. Donc, il faut accéder à ces jeunes-là. Ouais, ils reviennent un peu à ce que M. Parizeau disait à l'époque, parce que moi, j'ai couvert M. Parizeau, évidemment, premier ministre, chef du PQ, mais après aussi, là, de temps en temps, il donnait des conférences dans des universités, puis c'était passionnant, je vous le dis. Là, le prof Parizeau, c'était quelque chose. Puis, à quelque part, il traçait déjà la voie pour les souverainistes à cet égard-là. Il faut pour eux, il faut actualiser toujours leur option. Puis pourquoi le Québec devrait-il devenir un pays indépendant? Pourquoi? Ça donnerait quoi? Ça changerait quoi dans le contexte actuel? Puis M. Parizeau avait toujours 3-4 exemples, dont celui de l'environnement. Ouais. Dont celui de l'environnement. Et c'est clair, là, un des paradoxes canadiens, c'est... Mettons un bloc Ontario-Québec, là, parce qu'il n'y a pas que le Québec où il y a une pensée environnementale plus évoluée, mais par rapport à l'Ouest canadien, c'est clair qu'il y a une dichotomie. T'sais. Alors, M. Parizeau, justement, disait aux souverainistes, servez-vous de cette carte-là et tout ça, qui ont pris beaucoup de temps à faire, mais je suis sûr que Mme Gazal met ça beaucoup de l'avant en ce moment. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est pas fini. Hein, il y a Guy Bérault disait, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Et puis, cette question-là aussi. Hein. Écoute, le temps file, puis honnêtement, on pourrait parler avec toi pendant des heures, mais tu es bien occupé, puis nous aussi, on va aller à nos occupations. Mais je m'en voudrais de finir cet épisode sans parler d'une figure à laquelle j'étais très longtemps associé comme ancien staffer, moi, sur la colline à Québec. Et donc, on vous écoutait, hein, n'est-ce pas, George? On les écoutait tout le temps ensemble, évidemment. Vous connaissez séparément, mais on voyait ensemble. Tu auras compris que je veux te parler de Jean Lapierre. Jean Lapierre, c'est quand même... Et puis, tu vas voir le lien aussi qu'on fait avec le thème d'aujourd'hui. C'est que Jean Lapierre, ça a été cette personne engagée qui a fait de la politique, d'ailleurs avec deux partis, où à la limite, on pourrait parfois se poser la question, quel est le lien entre ces deux partis, idéologiquement parlant? Ouais. Je comprends. J'agaçais souvent. Hein, toi, le père fondateur du Bloc québécois, un des pères fondateurs du Bloc québécois. Exactement, mais qui s'est quand même aussi très souvent drapé dans le drapeau rouge et bleu, auquel... donc, en tout cas, tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui a fait de la politique active, militante, dans l'opposition, au pouvoir. Puis à un moment donné, il trouvait qu'il en avait donné bien assez et s'est reconverti, enfin, ou tout du moins, est revenu dans le monde médiatique avec le succès qu'on lui a connu, dont on a eu le privilège d'être témoin. Et il commentait la politique, il donnait son opinion, c'était ça qui est extraordinaire. Et c'était quelqu'un qui allait chercher le cœur des gens qui étaient d'accord avec lui, comme de ceux qui étaient en désaccord avec lui. Et il était un personnage médiatique. Parle-nous de cette bête médiatique qui a été ton ami. Tu ne peux pas parler de gens sans parler de lui-même, de qui il était. Parce que il était en public ce qu'il était en privé. Je vous le dis tout de suite, là, what you see is what you get. Et puis c'était vraiment le cas. Mais Jean avait... Je reviens à M. Mulroney parce qu'ils avaient un point commun tous les deux. Des gens très généreux avec les autres. Jean rencontrait tous les acteurs politiques de toutes les couleurs politiques et était très, très généreux de ses conseils. Puis le mot qui les unit tous les deux, c'est bienveillance. Jean aimait beaucoup aider les autres, puis les conseiller, parce que faire de la politique, c'est dur, c'est au plan humain, au plan familial et tout ça. Puis Jean, tout le monde, puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages après son décès, que c'est des choses qu'on ne savait pas nécessairement, mais il a aidé beaucoup de gens, puis autant par ses conseils que dans le travail lui-même, puis... Alors donc, Jean était une bébite politique, puis il vivait de la politique. J'ai jamais vu un maniaque comme ça. Georges, je pense que t'aimes ça. Salim, je pense que t'aimes ça. Puis
Non, ces gens ne vivaient que pour la politique, mais pour les bonnes raisons, pour les bonnes raisons. Puis une des raisons pour lesquelles il nous manque à tous énormément, moi au plan personnel, mais à tout le monde aussi, c'est qu'en plus de ça, c'est qu'il était, il y avait une boussole incroyable, puis dans le brouillard des temps modernes, des choses qui sont complexes, et puis tout ça, l'opinion des gens était souvent très, très sage, et puis aidait les gens à se faire une opinion basée sur des bonnes valeurs. Puis, alors, c'est une des raisons pour lesquelles il nous manque beaucoup. Mais, Jean était quelqu'un d'exceptionnel. On va s'en rendre compte. Moi, il me manque énormément, c'est clair. Il a fallu se retrousser les manches après sa mort tragique. Ça a été très difficile. La joute est née après, d'ailleurs. Ouais. Puis, vous savez comment ça s'est fait. Là, mes patrons de l'époque ont eu l'idée. Parce que moi, ce que je disais, c'est qu'il n'y a personne qui peut s'asseoir sur la chaise de Jean Lapierre. C'est pas possible. Tellement il était bon, talentueux, puis inimitable. Puis en tout cas, nous, ils sont arrivés avec l'idée de la joute. C'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Puis là, on va faire, au fond, une confrontation d'opinion, puis une sorte d'arène où on s'amuse, une patinoire où tout le monde joue, puis on se confronte, parce que c'est pas possible de le remplacer, puis tout ça, puis l'héritage de Jean est encore bien vivant. Moi, ça me réjouit quelque part, je suis encore en contact. Évidemment, sa fille travaille avec nous à SCN, je parle régulièrement à sa mère aussi, aux îles de la Madeleine et tout ça, puis alors donc, c'est ça, moi je me dis, ça fait partie un peu de ce qui me motive en ce moment, c'est d'essayer de garder vivant son héritage, de faire des émissions politiques, de la couverture politique, en n'oubliant jamais que ce sont des humains, des êtres humains qui sont derrière les acteurs politiques. Puis parce que Jean avait ce souci-là très grand. Il aimait le monde, et puis, oui. Et puis il aimait tout le monde à différents niveaux. Alors, parce que c'est quelqu'un qui a fréquenté les plus grands, mais il n'a jamais omis d'aller parler aux plus petits. Ah ouais. Et évidemment, je dis ça en toute gentillesse. La preuve, puis c'est mon anecdote personnelle que j'aime parfois raconter. Je le connaissais pas très bien, très peu, mais j'étais un staffer politique sous doux gouvernement, et lui, évidemment, il connaissait tout le monde. Donc, tu travaillais pour qui à l'époque, Salim? Moi, j'ai travaillé pour Raymond Bachand, pour Sam Hamad. Okay. Et donc, écoute, je me souviens à un moment donné, le Parti libéral du Québec était dans l'opposition, puis on est l'été 2013. Et c'était la fin de l'été. Et on a échangé sur Twitter en privé. Puis là, il m'a dit, écoute, je viens justement de rentrer de mes vacances. Est-ce qu'on pourrait aller luncher ensemble? Tu me rejoins à Outremont, là, on pourrait aller luncher ensemble. On est allé aux Enfants Terribles sur Bernard. Il faisait très beau, on était en terrasse. Et là, moi, dans ma tête, là, honnêtement, j'étais quand même plus jeune. Là, ça remonte à il y a déjà 11 ans. Là. Plus que ça. Voyons. 11 ans. Bref, c'est ça, 11 ans. Puis là, dans ma tête, je me dis, waouh, Jean Lapierre voulait luncher avec moi, puis jaser politique avec moi. Comment ça qu'un gars comme lui... Puis là, il me donnait des conseils, puis il me disait des affaires sur le Parti libéral du Québec, etc. Évidemment, des choses que je ne révélerai pas, mais que je garde précieusement, parce qu'effectivement, ce sont des choses qui m'ont aidé à naviguer un petit peu en politique, et qui m'ont aussi donné une perspective de la politique que je n'avais pas. Alors, honnêtement, c'est une personne extraordinaire. C'est extrêmement généreux, puis effectivement... parce que moi, le fait d'en parler, ça me ramène le jour de ses funérailles à l'église à Outremont, puis lorsque je parlais, il y avait 7 premiers ministres là, qui étaient devant moi, 7, écoute, de toutes les couleurs différentes, c'est quand même exceptionnel, c'est unique, c'est du jamais vu, mais je le disais ce jour-là, pour l'avoir côtoyé, évidemment, la rencontre des simples citoyens, c'était aussi important pour lui que de voir qu'un lunch avec Salim ou avec Paul Martin ou avec Jean Charest. J'ai pas l'importance de Paul Martin, par exemple. Non, mais je suis sûr que pour Jean, c'était la même chose, parce que en même temps, il allait, je le connais, il allait chercher de l'information en même temps. Non. Puis, c'est ça, Jean, puis alors, mais le monde, puis il faisait plein de choses que les gens ne savent pas, puis il ne voulait pas que ça se sache non plus.
mais c'est un gars très, très généreux de sa personne, puis de son portefeuille aussi, parce qu'il aidait beaucoup de gens démunis, puis il en amenait luncher souvent, puis je vous le dis, là, c'était aussi important pour lui, ces lunchs-là, qu'un lunch avec quelqu'un de très, très connu, tu sais, puis alors c'est ça, tu sais, regarde, écoute, c'est ça, Jean Lapierre, tu sais, puis écoute, on s'en ennuie, je ne fais pas de cachette, c'est clair, mais tu sais, quelque part, je me dis, regarde, une des responsabilités que j'ai puis qu'on a, c'est de... perpétuer un peu. Oui, c'est ça. Puis l'enseignement qu'il nous a donné à quelque part, c'est qu'il y a moyen de couvrir de la politique sans être cynique tout le temps, sans détruire des gens non plus. Tu sais. C'est ça. Moi, personnellement, il m'a beaucoup amené ça, tu sais, réaliser que le poids des mots qu'on utilise, qu'on choisit, a souvent un impact dévastateur chez l'autre. Puis c'était pas nécessairement nécessaire. C'était pas nécessaire d'être aussi méchant. Oui, ça peut être spectaculaire. Mais après ça, Jean m'a montré ça, d'y repenser par deux fois dans la façon d'aborder les choses. Ramener de l'humanité et un peu de bienveillance dans ce qu'on fait puis dans ce qu'on aime. Une excellente façon de mettre un point sur cet épisode-là. Merci. Merci encore à tout le monde qui s'est joint à la conversation. Merci. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Je sais pas quoi dire, tu sais, on vient d'avoir Monsieur Larocque. Oui, on est très heureux, très honorés. Merci beaucoup. Moi qui pensais que vous me posiez des questions sur le congrès politique le plus fascinant que j'ai couvert. Ah allons-y d'abord. Dites-nous, c'est quoi le... Les conclaves. Les conclaves. C'était en quelle année, ça? J'en ai couvert 2. J'ai couvert l'élection de Benoît XVI et puis de François aussi, là, à Rome. Oui. OK, et je vous jure. Ouais. Non, mais je vous jure, là, c'est fascinant à couvrir. Là, parce que les cardinaux disent que c'est le Saint-Esprit qui intervient pour désigner. Bon, ça c'est... C'est de la politique fine. Je vous laisse là-dessus. Mais c'est des cours sur leadership, dans le fond. Oui, c'est ça. Ils ne le disent pas. Puis deux, toutes les critères qui amènent à l'élection d'un pape, je vous assure de ça, parce que je ne m'y connaissais pas vraiment jusqu'à temps que je m'y intéresse. C'est fascinant. On va s'intéresser à ça. Et voilà. Merci beaucoup tout le monde. On vous voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde. Au plaisir. Salut.